Donc, j'appelle tout de suite pour l'atelier sur la vie chère Emmanuel de Rénal, membre du Modem Martinique, chef d'entreprise et écrivain. Monsieur Henri Berthelot, vice-président de la CFDT. Monsieur Berthelot, ancien président de la Caisse, du conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale, qui a fait un travail remarquable. Et je vous demande de les applaudir tous très fort. Et en tant que modérateur, Maurice Laouché, membre du Modem Martinique, avec tout un tas de titres, Maurice. Maurice, à toi. Je te laisse la parole pour ouvrir. Tu as jusqu'à, je te dis exactement. Chers amis, bonjour. Merci, Monsieur Berthelot, d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et merci à Emmanuel, qui est venu avec moi de la Martinique, pour y participer également. Le problème de la vie chère est évidemment un problème récurrent. Et je rappelle qu'en Martinique, l'année dernière, il a failli y avoir des morts dans des manifestations. Mais s'il n'y a pas eu de morts, il y a eu des crimes, dans la mesure où il y a eu des incendies qui ont été volontairement déclenchés par un certain nombre de personnes. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est un problème véritablement très important. Et pas seulement en Guadeloupe ou en Martinique, mais dans l'ensemble des Outre-mer, parce que notre éloignement en termes de consommation par rapport au centre de production, eh bien, conduit forcément à un niveau de vie qui n'est pas le même qu'ailleurs. Et la comparaison est rarement à notre bénéfice. Monsieur Berthelot, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir invité donc, la CFDT à intervenir dans votre convention, bien que ce ne sont pas nos habitudes d'intervenir un petit peu dans les partis politiques. Donc, mais le Modem est une organisation très ouverte. Il y a des organisations où nous éviterons de participer. Voilà, vous connaissez, donc ça n'a pas été un problème. Donc, merci Madame la Présidente de nous avoir invités. Merci à vos invités, aux responsables du Modem Guadeloupe, Martinique, Guyane, je ne sais pas, de Mayotte qui sont là. Merci à vos invités. Donc, il m'a été demandé d'intervenir sur la problématique de la vie chère. Bon, c'est une problématique que nous connaissons depuis un certain nombre d'années, puisque depuis, on peut dire, la colonisation, donc, nous sommes affrontés à ce problème de vie chère. Je tiens quand même à excuser le secrétaire général, parce que moi je suis ancien secrétaire général, donc il y a un nouveau secrétaire général, mais qui n'a pas pu venir de la CFDT, et donc c'est M. Cédric Joliet, et donc voilà, donc je parle en tant que connaisseur, ancien secrétaire général de la CFDT, mais aussi je tiens à présenter ses excuses. Donc voilà, merci de nous avoir invités encore. Donc pour revenir donc au sujet principal qui est la vie chère. Donc je dis c'est pas un sujet nouveau, puisque maintenant on en parle que tout le temps, toutes les années. En 2009, il y a eu une grande manifestation pendant 44 jours justement sur la problématique des vies chères, et également donc dernièrement en Martinique avec tous les événements que nous avons connus, dont vous venez de rappeler ces événements qui ont eu lieu en Martinique. Et qui a fait grand bruit, puisque, bon, comme en 2009, donc c'est un sujet qui préoccupe nos populations, puisque la vie chère, ça veut dire vous avez moins de pouvoir d'achat, vous achetez, et que quand vous constatez qu'il y a les prix qui sont des fois 40%, 50%, 100% plus chers dans les DOM par rapport à la métropole, vous devez vous poser des questions, même en tant que responsable politique, et nous également en tant que responsable syndical, on se pose des questions sur la formation des prix. Est-ce que la liberté des prix aujourd'hui dans les départements d'outre-mer, est-ce que c'est quelque chose de normal, puisque maintenant chacun peut fixer son prix comme il veut. Voilà. Donc, alors que nous sommes dans une situation qui n'est pas la même du tout par rapport à la métropole. Si je prends quelques statistiques, par exemple,
par exemple, le revenu médian en 2020 en Guadeloupe est de 17 580 € contre 21 000 € en France hexagonale. Vous voyez la différence déjà entre le revenu médian de nos populations, 17 580 et 21 110 en France métropolitaine. Également, 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la grande pauvreté est plus présente et plus intense dans nos départements. 2 personnes sur 5 sont en situation de privation sociale et matérielle, soit plus de 3 fois plus qu'en France hexagonale. Le taux de chômage est 2 fois supérieur et le PIB donc, dans nos départements, en Guadeloupe, présente un écart de plus de 20% par rapport à l'hexagone. Alors vous imaginez que après les chiffres que je vous donne, je dis comment les gens arrivent à vivre avec un pouvoir d'achat inférieur, avec des moyens inférieurs, comment ils arrivent. Ça veut dire que c'est la grande débrouillardise et probablement, je pense que les transferts sociaux doivent beaucoup aider. Imaginons qu'on enlève carrément les transferts sociaux. Donc, la situation serait vraiment en grande, très, très grande pauvreté. C'est pour ça que nous disons que ça ne se fera pas. Régler le problème de la pauvreté, par la pauvreté également, mais de la vie chère ne se fera pas comme ça, que le marché va se réguler lui-même. Donc, il faut absolument qu'il y ait des interventions gouvernementales, qu'il y ait qu'on prenne à bras le corps le dossier, et que vraiment qu'il y ait des interventions, puisque on sait très bien que depuis des années, on constate de plus en plus qu'on se demande comment est fabriqué les prix. Et on arrive, ce qui était le mot d'ordre de notre manifestation de 2009, c'était la profitation. C'était une profitation qui faisait que personne ne comprend. Donc probablement, quand vous ne comprenez pas, vous dites c'est de la profitation. Vous dites, bon, quand vous ne comprenez pas comment quelque chose se fait, ça veut dire que vous profitez sur les autres, et voilà. Donc tout cela pour vous dire que c'est une situation qui ne peut être réglée que par des décisions gouvernementales. Et c'est pour ça que nous pensons que probablement, puisque nous savons que le Premier ministre est de votre camp, et également que le ministre des DOM, donc M. Manuel Valls, a dit que certains groupes étouffent l'économie des Outre-mer. Donc, s'il l'a dit, c'est que probablement, je ne pense pas que c'est une phrase dans l'air. Je suppose qu'à partir du moment qu'il dit que notre économie est étouffée par certains grands groupes, ce n'est pas n'importe qui l'a dit. M. Valls était quand même le Premier ministre de la France, donc c'est quelqu'un quand même qui connaît l'économie, qui sait ce qu'il dit. Donc tout cela pour vous dire que c'est très complexe et que ce n'est pas la main de Dieu qui va régler le problème de la profitation. Donc ce que nous organisations syndicales, notre organisation syndicale, ce que nous pourrions proposer, ce que nous proposons, c'est le contrôle des prix. Je pense qu'il est important que les prix soient contrôlés, qu'il n'y ait pas une liberté totale des prix, parce qu'en France, liberté totale des prix, ça veut dire que vous avez à côté de la concurrence. C'est ça qui modère les prix, c'est parce que, bon, vous pouvez acheter chez Auchan, vous pouvez acheter chez Leclerc et tout, vous avez des grandes surfaces, et là, il y a une concurrence qui permet, ici, vous avez une espèce de monopole du même groupe, qui fait que les prix sont calculés par lui-même et par ses... Et la CFDT, il faut le savoir, a été la seule organisation en Guadeloupe à faire une étude sur la vie chère. Donc nous avons pris un cabinet qui s'appelle le cabinet Syndex. Donc je pourrais vous transférer, Madame la Présidente, je pourrais vous transférer les études que Syndex nous a menées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sur la vie chère. Donc on tombe sur les mêmes problématiques. Ce sont les marges. Ce sont les marges excessives. Personne ne veut le reconnaître, il y a des marges excessives. Ce n'est pas une marge finale, mais c'est l'ensemble des marges. Vous avez ces personnes, donc à chaque fois, vous avez quelqu'un qui, en passant,
ben voilà, il récupère là-dessus, et si bien que nous avons 5 ou 6 organisations sur une même marchandise. Et qu'à chaque passage, chacun met sa marge, et qui fait en finalité, vous passez d'une marge de 20, 30, 40, 50, des fois 100% de même produit. Donc, les gens ont les yeux ouverts maintenant. Avant, on ne savait pas. Maintenant, vous avez Internet, vous pouvez savoir tout de suite le prix d'un produit partant en métropole. Moi, j'achète un produit, une pièce automobile, il part à 100 € en métropole, et quand il arrive ici, je me le vends 300 €. Donc, alors je ne dis pas qu'il ne peut pas être vendu 300 €, mais vous voulez bien savoir quelles sont les étapes suivies par ce produit pour être vendu des fois 100 à 150% plus cher. Et que si vous avez cette liberté, il y a un problème. Donc je dis, la première des choses qu'on doit faire, c'est déjà le contrôle des prix. Il est important qu'il y ait un contrôle des prix. La deuxième chose que le gouvernement peut mettre en place, et qui n'est pas mis sur nos départements, c'est la continuité territoriale. L'important que nous ayons une vraie continuité territoriale. Vous savez très bien qu'il y a dans le prix d'un produit, il y a le transport. Et le transport, vous savez, maintenant c'est aussi la liberté. Vous avez déjà un monopole déjà de la CMA-CGM qui fait qu'aujourd'hui, il fixe ses prix. Et que ces prix, écoutez, on a très peu de concurrence par rapport à la CMA-CGM. Donc tout ça également, il faut qu'il y ait quand même un regard qui peut être que du gouvernement par rapport à ça. Même s'il y a la liberté des prix, nous sommes en libre concurrence, mais quand même, nous sommes quand même des départements français avec une situation que je viens de vous décrire, de pauvreté, où le niveau de vie est inférieur, et nous payons des produits 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Donc il y a une réflexion à faire. Autre chose que nous préconisons, c'est également le développement de la concurrence. Est-ce que nous pourrons, puisqu'il y a un monopole actuellement, est-ce que nous pourrons mettre davantage de concurrence? C'est ça qui fait baisser les prix, c'est de la concurrence. Est-ce que nous pourrons le faire aujourd'hui? Donc, c'est ça aussi une des propositions que nous faisons. Également, de mettre en place une vraie politique de développement local. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait développer ici. Tout ce qui est l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de produits qui arrivent ici qui font que, qui concurrencent nos produits. Je crois qu'il est important qu'il y ait une véritable politique de développement local, de toute la production locale, de manière à ce que les gens achètent local. Et aider à que le prix local ne soit pas plus cher que le produit qui arrive de l'extérieur. C'est très important. Également, le dernier point, c'est également comment va-t-on faire pour développer le commerce avec la Caraïbe. Nous sommes dans la Caraïbe, et même avec la Martinique, je ne sais pas ce que nous faisons beaucoup de commerce avec la Martinique, avec la Guyane, mais avec les îles aux alentours, nous ne faisons pas beaucoup de commerce. Il se peut que si on favorise, disons, au lieu d'avoir seulement des produits qui viennent de l'Europe, on peut très bien avoir certains produits qui viennent de plus près et qui soient beaucoup moins chers. Donc tout cela que vous dire que ça ne va pas se faire parce que nous avons manifesté. C'est vrai qu'à un certain moment, la manifestation est nécessaire. Les organisations syndicales manifestent en 2009, en Martinique, mais ça ne fait qu'un moment, le soufflet monte et puis redescend, quoi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité dans ces affaires-là. Puis on ne peut pas laisser une population subir éternellement cette vie chère. Et puis il y a des gens qui ont des rentes. C'est des rentes coloniales, on peut dire ça. Est-ce que parce que nous sommes un département, entre guillemets, qu'on peut dire colonial, parce que ces pratiques-là ressemblent à des pratiques coloniales. C'est des rentes que les gens ont, c'est l'économie de comptoir. Ce n'est pas une économie libérale comme on le connaît en métropole. Donc tout ça, je pense qu'il est important qu'il y ait un grand débat national sur ce sujet, puisque nos populations sont impactées et que nos organisations syndicales, on va continuer à manifester. C'est important de manifester. Nous allons continuer à manifester sur ces problématiques-là. Mais il faut derrière qu'il y ait une réponse. Et la réponse, elle ne peut être, comme je vous dis,
au niveau national, au niveau gouvernemental. Et je fais confiance peut-être à vous, Madame la Présidente, pour faire remonter toutes ces revendications qui sont très importantes pour la population guadeloupéenne. Voilà. Merci, Monsieur Berthelot. Je rappelle donc les principaux points que vous avez préconisés, parce que le constat, comme vous l'avez dit, est ancien. Maintenant, il s'agit d'essayer de trouver des solutions concrètes, quoi. L'outre-mer des solutions, comme dirait Max. Alors, vous préconisez le contrôle des prix, vous préconisez la mise en place de la continuité territoriale, le développement de la concurrence, qu'il y ait davantage de points de vente dans tous les domaines. Vous préconisez également un véritable développement local, et ça c'est un point très important, le développement du commerce avec la Caraïbe. Vous soulignez que les manifestations n'ont jamais suffi à régler aucun problème, et vous estimez qu'il y a une rente coloniale à propos de laquelle il doit y avoir un grand débat national dont pourraient sortir certaines solutions. Avant de passer la parole à Emmanuel de Rênal, est-ce que dans l'assistance, il y a des compléments d'informations ou des questions à poser à M. Berthelot sur ces propositions? Anthony, tu as la parole. Bonjour Monsieur Berthelot, bonjour Monsieur de Rênal, Maurice. Il y a une petite chose au niveau de la vie chère sur les prix à la consommation qu'on occulte. C'est le fait que dans nos îles, nous ne faisons pas partie de l'espace Schengen. Et je me posais la question, d'ailleurs peut-être même Max pourra y répondre, quelle serait la faisabilité ou comment on pourrait mettre en place une extension de l'espace Schengen au niveau des RUP? C'est le politique à répondre, là. Oui, on est en politique européenne, mais sur l'espace Schengen. Avoir une extension de Schengen sur les RUP permettrait d'éviter notamment les droits de douane et donc, in fine, une baisse des prix à la consommation. Donc, meilleur pouvoir d'achat pour les... Ce serait peut-être une solution, mais à savoir politiquement comment ça se fait, quoi. Ouais, justement. C'est au niveau de l'Europe, maintenant, ça serait un grand débat qui soit se développer au niveau de l'Europe. À notre niveau, à nous, ça va être un peu compliqué. Mais c'est toujours... Mais est-ce que c'est peut-être pas à nous de le demander, ce genre de choses? Si on attend toujours des propositions des autres, on va avoir un souci. C'est peut-être aussi à nous de proposer nos desiderata par rapport à ça. Tu penses? Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Anthony, ne pas se saisir de ces questions qui sont une part prégnante dans nos sociétés caribéennes et donner de l'eau au moulin de nos adversaires politiques. Donc je préconise fortement de se saisir de ces questions. Mon commentaire étant plutôt sur la solution qui pouvait être apportée. Est-ce qu'il est vraiment, comment dire, il est pertinent d'avoir plutôt une analyse libérale de la chose en essayant de prolonger le marché guadeloupéen, que ce soit en l'intégrant un peu plus sur le marché caribéen, que ce soit avec l'adhésion en tant que membre associé à la CARICOM, mais également une intégration croissante au sein du marché métropolitain. Est-ce qu'il ne serait pas là une solution face aux défis que sont la petitesse de nos marchés intérieurs et le faible nombre d'acteurs et qui tendent, il y a une propension à de l'entendre sur les tarifs du fait du peu d'acteurs? Est-ce que dans l'intégration meilleure dans le marché national, tu intègres la suppression éventuelle de l'octroi de mer qui existe à l'entrée d'un certain nombre de territoires? Il faut y réfléchir, ne serait-ce que pour l'aspect symbolique de l'octroi de mer. Je pense que l'octroi de mer est un faux débat. C'est effectivement, il fallait bien trouver une cause. Et je ne pense pas que ce soit l'octroi de mer qui est la cause de la vie chère. Toutes les analyses, je vous ai dit, le cabinet Syndex nous a fait des analyses. L'octroi de mer représente presque pas grand-chose dans l'augmentation des prix. Et puis, ça permet aujourd'hui d'avoir que les régions ont une politique fiscale. Aujourd'hui, ça permet les mairies, du fonctionnement au niveau des collectivités. Donc, c'est au moins on a une maîtrise loin d'une chose. Moi, je ne sais pas pourquoi les politiques y sont allés sous l'octroi de mer. Je crois que c'est un faux débat. On nous a guidés sur l'octroi de mer alors qu'on a oublié les marges. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, le débat doit être sur les marges excessives, pas sous l'octroi de mer. Alors, effectivement, l'octroi de mer, c'est bien une taxe supplémentaire, mais cette taxe supplémentaire a un rôle important
dans l'activité économique, a un rôle important dans les régions, a un rôle important dans les collectivités, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que, bon, comment on va le transformer? On va le mettre en TVA, maintenant ce sera une responsabilité de l'État. Ça veut dire que les responsables de région n'ont aucune possibilité au niveau fiscal. Donc je pense que si aussi au moins il y a une chose qu'on doit garder, ce sont cette possibilité-là. On ne peut pas tout maintenant, ça veut dire que bon, ben, les présidents de région, les politiques régionales ne pourront se faire que par la décision de l'État. Ok, merci. On va passer maintenant, merci M. Berthelot. On va passer maintenant la parole à Emmanuel de Rênal. Je rappelle qu'Emmanuel de Rênal est chef d'entreprise dans le secteur de la communication. Voilà. Oui, bonjour. Alors, la vie chère, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, en effet. Ça fait longtemps que c'est un thème qui est en tête des préoccupations de nos populations. Une étude récente, d'ailleurs, l'a mise en tête. C'est en effet la vie chère est la première des préoccupations des populations antillaises. C'est un thème sensible et c'est un thème, malheureusement, qui a généré beaucoup de propos, je dirais, un peu démagogiques, parce qu'il a fallu très vite faire des caricatures pour pouvoir dessiner les contours du problème et désigner des responsables. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments factuels. Il y a des raisons structurelles à la vie chère dans toutes les îles du monde. Alors, la vie en Martinique, les chiffres sont les suivants. Il y a un écart de prix sur un panier global que consomme un Martiniquais et un Guadeloupéen de l'ordre de 15% par rapport à l'équivalent dans l'Hexagone. Et quand on isole uniquement la part de l'alimentaire, cet écart monte à 40%. Donc ce sont des chiffres importants qui marquent une vraie distorsion d'accès aux biens et aux services. Et les éléments structurels qui expliquent ces écarts de prix, il faut aussi les accepter tels quels. Il y a d'une part la petite taille de nos marchés qui fait que, et là tout le monde peut le comprendre, les opérateurs économiques ne peuvent pas amortir leurs investissements économiques sur un marché de 400 000 habitants, alors que le concurrent qui est importé, lui, l'amortit sur 60 millions d'habitants, 120 millions d'habitants, 450 millions d'habitants quand c'est à l'échelle de l'Europe. Et donc cette petite taille des marchés, forcément, a un effet mécanique sur les prix qui sont produits par les entreprises locales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la distance qu'il y a entre le lieu de consommation et les lieux d'approvisionnement. Les Antilles dépendent essentiellement d'importations venant de l'Europe, c'est un fait. Et pour venir de l'Europe en Guadeloupe ou en Martinique, eh bien, il faut franchir 8000 km. Et ce billet-là coûte cher. Il faut franchir des étapes. Il y a 18 étapes logistiques qui ont été répertoriées. Chacune de ces étapes, c'est un coût, puisque c'est une prestation qu'il faut payer, qu'il faut donc rajouter dans le prix de vente. Donc voilà les quelques réalités structurelles qui expliquent ces écarts de prix. Je veux en rajouter un troisième, c'est les défaillances de nos services publics locaux, parce que quand le transport ne marche pas, quand les crèches ne sont pas accessibles, quand l'accès aux soins est difficile, ça pèse immédiatement sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui fait que la vie est réellement chère. Et on rajoute à ça, et M. Berthelot a raison, il y a un niveau de revenu moyen qui est plus bas chez nous que dans l'Hexagone, et avec un taux de pauvreté qui est 2 fois plus important chez nous que dans l'Hexagone. Et donc c'est la combinaison de tout ça qui fait que la vie est insupportable. Alors c'est vrai qu'on a focusé très vite la responsabilité sur les acteurs économiques, et en particulier sur la grande distribution, et on a dit quelques contre-vérités, quand même, que je veux essayer de rétablir. On a dit il y a des monopoles dans la grande distribution. Je vais quand même rappeler les faits. Il y a 7 groupes de distribution en Martinique. Le premier d'entre eux a une part de marché de 25% de part de marché. Ça, ce sont des chiffres que
qui sont documentés, que vous pouvez retrouver notamment dans les rapports de la concurrence et des fraudes. C'est le groupe GBH qui a 25% de part de marché. En Hexagone, vous avez 9 groupes. Et je parle de l'Hexagone, c'est-à-dire sur un marché de 60 millions d'habitants. Le leader, c'est Leclerc, et il fait 24% de part de marché. Voilà une réalité qui démontre que, contrairement aux idées reçues, le monopole n'existe pas dans la grande distribution. Il y a une vraie concurrence, et je peux vous dire qu'entre Safo, qu'entre Parfait, qu'entre Fabre, qu'entre Oyoen et qu'entre Ayotte, la guerre est violente. Il suffit de regarder ce qui se passe dans vos boîtes aux lettres. Vous voyez des tonnes de prospectus qui démontrent qu'ils ne sont pas sur des marchés captifs et ils se battent pour capter la clientèle et les ramener dans leur commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les marges. Alors, en effet, le grand sujet est au plus haut niveau de l'État, puisque Manuel Valls lui-même en a parlé, désigne en gros le problème au niveau des marges. Là encore, il faut être factuel. Les comptes d'exploitation de tous les hypermarchés des Antilles démontrent que le taux de résultat, c'est-à-dire ce qui reste quand on a payé à peu près tout, eh bien c'est 2%. Quand c'est bien géré, c'est entre 1,5 et 2%. Voilà le taux de résultat bas de bilan qui reflète une réalité. Et d'ailleurs, les chiffres, on a beaucoup parlé des chiffres du groupe GBH qui n'étaient pas publiés, qui ont été publiés. Et quand on isole uniquement l'activité de la grande distribution, ça corrobore ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire 2%. Autrement dit, si par magie, toute la grande distribution baissait ses prix de 2%, eh bien, la grande distribution n'existerait plus aux Antilles. Elle ferait faillite. À tel point qu'après 2009, on a vu mourir des grands groupes qu'on pensait indéboulonnables. Je pense au groupe Renoir, qui n'a pas résisté à cette crise. Je pense au groupe Oyoen, qui a eu de très grandes difficultés. Je pense au groupe Lancry, qui était très solide sur ses positions. Ces groupes ont disparu, alors qu'on pensait que par la profitation, ils avaient des réserves éternelles et qu'ils auraient pu résister à tous les vents et à toutes les marées. Ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des activités économiques qui restent fragiles, qui font ce qu'elles peuvent dans un environnement extrêmement contraint. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire de manière débridée parce qu'il faut les contrôler, mais le jeu de la concurrence existe et je peux vous dire qu'ils font ce qu'il faut au maximum de leur capacité pour tenir les prix. La question maintenant qui est posée, c'est comment faire pour régler le vrai problème de la vie chère, parce que ce problème existe. M. Berthelot a évoqué des pistes que je partage. Je partage notamment la continuité territoriale. À un moment donné, il faut se dire, si on est dans la République et qu'on défend le principe d'égalité, eh bien, la République doit se donner les moyens pour que tous ses citoyens aient les mêmes chances. Et l'accès aux biens et aux services dans des conditions normales est une chance qui doit être donnée aussi aux ultramarins. Et donc, la continuité territoriale consiste simplement à prendre en charge le coût structurel qui fait que mécaniquement, on est plus cher qu'un commerce de l'Hexagone pour pouvoir permettre aux consommateurs antillais d'avoir accès au prix normalement. Je vais faire une petite parenthèse aussi sur ce thème-là, parce que on parle des écarts de prix entre l'outre-mer et l'Hexagone, de 40% pour l'alimentaire. Moi, j'ai fait des études pour comparer des régions de France, entre les régions parisiennes, les régions des Pyrénées, les régions, etc., entre la région la moins chère de France et la région la plus chère de France hexagonale, vous avez des écarts de 30%. Donc, vous comprenez bien que quand on dit le prix hexagone, ça ne veut strictement rien dire, parce qu'il y a des prix hexagone. Les prix ne sont pas les mêmes à Lille, à Bordeaux, à Nantes et dans les Pyrénées. Donc, la continuité territoriale, oui, je pense qu'il faut se battre. Ça, c'est un vrai combat que doit mener le MODEM.
pour pouvoir gagner ce combat-là. La Corse l'a obtenu, en partie. Ce ne sont pas des sommes si extravagantes que ça. C'est des choses qui sont raisonnables à demander et qui peuvent avoir un effet aussi bien sur la consommation, sur la vie chère, que sur l'apaisement des sociétés. La deuxième piste que nous on préconise, c'est ce qu'on appelle la zone franche sociale. Alors je voulais en dire deux mots parce que c'est une idée que développe le MODEM depuis quelques années. La zone franche sociale, c'est de considérer que les entreprises qui opèrent sur nos marchés ont des contraintes qui sont telles qu'elles ne peuvent pas, en l'état actuel des choses, à la fois apporter du travail à l'ensemble des concitoyens, parce que les contraintes sont trop fortes et les marchés sont trop restreints, et d'autre part, qu'elles ne peuvent pas non plus embaucher en nombre suffisant. Bon. Et donc l'idée de la zone franche sociale, avant de développer, c'est aussi de considérer qu'en Martinique, en Guadeloupe, les entreprises ont des contraintes qui sont des contraintes qui relèvent du droit français, du droit européen, et c'est normal, dans un environnement caribéen qui, lui, est complètement dérégulé. Et vous n'avez pas les mêmes charges de fonctionnement, les mêmes contraintes de fonctionnement quand vous opérez à Sainte-Lucie, à la Dominique, que quand vous opérez dans les îles françaises. Et c'est normal parce que ces contraintes sociales nous mettent dans la République, mais simplement